Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier, dans les matins, nous évoquions les inégalités scolaires via les inégalités sociales, la manière dont celles-ci étaient reproduites par le système scolaire. Eh bien, aujourd'hui, on va évoquer l'ascension sociale, ou plutôt la rareté de cette ascension sociale. Avec vous, Gérald Bronner, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous publiez un ouvrage qui ouvre un débat autour de la notion de transclasse, de transfuge de classe. Cet ouvrage, il s'intitule « Les origines. Pourquoi devient-on qui l'on est » aux éditions Autrement. Je suis frappé par la permanence dans l'actualité de ce thème, le thème des transclasses. Alors, on l'a notamment vu avec Annie Ernaux. On a beaucoup parlé d'Annie Ernaux, bien sûr, au moment où elle a obtenu le prix Nobel, mais même lorsque, sur France Culture, on consacre, par exemple, un documentaire à la question des transclasses, eh bien, celui-ci suscite un vif intérêt auprès de nos auditeurs. Tout d'abord, il est utile, Gérald Bronner, de définir ce qu'est un transclasse, à moins que vous préfériez l'appellation de transfuge de classe. Alors, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, mais il y en a un qui a quand même ma préférence. Je préfère transclasse à transfuge de classe, pour être tout à fait honnête. Le terme de transclasse, à ma connaissance, a été inventé, si je puis dire, par Chantal Jacquet. Et il décrit des personnes qui, par leur parcours personnel, professionnel, sont passées d'une catégorie sociale à l'autre. Et c'est pas seulement, elle tient souvent à le rappeler, elle a raison, selon un mouvement ascendant. C'est-à-dire, bien sûr, les transclasses auxquelles on songe, ceux qu'on entend dans la littérature, ont cette caractéristique d'être plutôt des transclasses ascendants. Édouard Louis, etc., Annie Ernaux, que vous venez de mentionner, c'est-à-dire des gens qui viennent d'origine modeste, mais qui vont traverser les classes sociales pour connaître un prix Nobel, par exemple. On peut dire que là, il y a une très belle ascension. Mais ça peut aller dans l'autre sens, on peut descendre. Les déclassés. Le terme transfuge ne me plaît pas beaucoup parce qu'il indique quelque chose d'une trahison, on y reviendra sans doute. C'est un terme qui est déjà connoté négativement, je trouve, un transfuge dans une armée, vous voyez, c'est quelqu'un qui change d'armée. Le terme que j'utilise moi dans mon livre « Les origines », c'est celui de nomade social. Parce que c'est comme ça que je me sens. Un nomade, vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas sédentaire, donc qui revient éventuellement dans sa catégorie sociale d'origine, et c'est ce que je fais sans cesse. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir rompu avec ma catégorie sociale d'origine. Je retourne à Nancy fréquemment, d'avoir voir mes parents, mais surtout, j'ai encore mes amis d'adolescence. Et ce qui est frappant, c'est que lorsque nous nous voyons, je n'ai pas le même registre de langage. Vous voyez, on blague, on parle dans un argot lorrain, par exemple, un peu au deuxième degré, mais c'est une façon de dire qu'on a pas non plus rompu culturellement avec ses origines. Oui, parce qu'on apprend dans ce livre, Gérald Bronner, Les origines, publié aux éditions Autrement, il y a un mélange à la fois donc d'analyse sociologique, vous évoquez, vous résumez, vous présentez des théories sociologiques, mais vous évoquez aussi votre destinée de transclasse et donc votre enfance modeste à Nancy. Peut-être en quelques mots revenir à ce sujet. Absolument. Je tiens à dire d'abord qu'en fait, c'est l'objet de la collection. Cette collection a pour caractéristique de mélanger les approches analytiques et autobiographiques. Sinon, ça ne me serait pas forcément venu à l'esprit. D'ailleurs, ce livre, on m'a proposé de le faire. Et c'est la seule fois, d'ailleurs, où je n'ai pas écrit en choisissant moi-même le thème. C'est Alexandre Lacroix, donc le directeur de Philosophie Magazine, qui s'occupe de cette collection. Et en effet, pourquoi il me l'a proposé ? Parce qu'on s'est raconté, tout simplement, à l'occasion d'une soirée. Il m'a dit « tu devrais écrire un livre sur les origines ». Parce que, maman était femme de ménage et je viens d'un milieu très modeste, en effet. J'ai grandi, en tout cas les premières années de ma vie, dans ce qu'on appelle maintenant on appelait ça une ZUP à l'époque, une zone à urbaniser en priorité. C'est, on dirait un quartier sensible aujourd'hui, Vandevrestre. Et puis ensuite dans un quartier populaire de Nancy. Et donc effectivement, étant donné que je suis devenu à mon grand bonheur, professeur à la Sorbonne, on peut dire que de ce point de vue, j'ai un parcours qui est assez illustratif de ce qu'on appelle un transclasse. Gérald Bronner, est-ce qu'il faut avoir eu un parcours de transclasse pour écrire sur les transclasses? Est-ce une condition nécessaire? On a l'impression de plus en plus dans notre société que pour écrire sur un thème, il faut incarner ce thème, être légitime du point de vue de son identité. Je trouverais ça désespérant qu'on en arrive là.
non, je crois qu'on n'a pas besoin d'être transclasse pour écrire même de la fiction sur les transclasses, et encore moins pour faire par exemple de la sociologie des transclasses, tout simplement parce que je me rappelle nos maîtres, et en particulier l'un des plus grands, Max Weber, le sociologue allemand, un des fondateurs avec Émile Durkheim de la sociologie scientifique, et qui rappelait sans cesse cette phrase « Il n'est pas besoin d'être César pour comprendre César ». Le travail de la sociologie, c'est de reconstruire l'univers mental de l'autre, surtout s'il est distant de nous-mêmes. S'il est un autre nous-mêmes, le travail de la sociologie est, à mon avis, un peu moins intéressant. Donc je dirais non. Par contre, en effet, le fait d'être transclasse soi-même ou d'être porteur d'une variable sociale qu'on veut étudier peut vous donner tout de même un avantage en termes d'intuition. Vous êtes, dans ce cas, votre premier laboratoire. Gérald Bronner, comprendre Jules César, c'est une chose. Je vais vous demander maintenant de comprendre Édouard Louis. On l'écoute. Contrairement par exemple au livre d'Annie Ernaux, ce n'est pas la honte que j'ai éprouvée pour mon milieu. Et la honte qui a été première, c'est celle de mes parents, de mon village, de ce milieu, de cette classe pour moi, parce que j'étais un petit garçon efféminé qui ne correspondait pas aux critères virilistes des classes populaires. Et donc c'est en raison de cette honte de eux pour moi que j'ai été mis à la porte de ce monde. En vérité, mon livre raconte moins l'histoire d'une fuite que l'histoire d'une mise au dehors. Ce roman est une tentative pour comprendre ce milieu et même excuse tous les comportements, déresponsabilise tous les individus qui sont pris dans des mécanismes de violence et qui reproduisent cette violence et qui en sont victimes d'une certaine manière et qui en sont même tout à fait victimes. La voix d'Édouard Louis. Gérald Bronner, c'est un thème récurrent dans les récits de transclasse, chez Édouard Louis, chez Annie Ernaux. La honte des origines et la honte de la honte, parce qu'il n'est pas évident de se rendre compte qu'on a, du mal à assumer les origines, le milieu d'où l'on vient. Est-ce que c'est votre cas ? Alors non, pas du tout. C'est ce qui m'a frappé d'ailleurs dans ces récits, dans lesquels je me suis plongé sans en avoir fait tout à fait le tour, mais j'en ai parcouru un grand nombre, et j'ai été effectivement frappé de la permanence du terme de la honte pour se raconter soi-même. Mon livre, entre parenthèses, ne traite pas du tout que des transclasses. C'est un chapitre de mon livre. L'ambition est peut-être plus large. C'est d'interroger les fictions qu'on se raconte sur soi-même pour se comprendre soi-même. Parce qu'on cherche tous à aller à la rencontre de soi-même, mais que dans ce chemin, eh bien, il y a des impasses, il y a des sillons narratifs qui peuvent nous égarer. Et un de ces sillons narratifs que j'étudie, c'est le dolorisme, c'est-à-dire effectivement l'exaltation de la douleur pour se raconter soi-même, qui est très tangible là dans le discours d'Édouard Louis. Ce qui est très intéressant dans son discours, c'est qu'il raconte, par exemple, dans Changer méthode, que sur sa sexualité, il en a été conscient extrêmement tôt. À l'âge de 3 ou 4 ans, il a commencé à avoir du désir et de l'intérêt pour les garçons plutôt que pour les filles. Et évidemment, on ne peut pas expliquer cet intérêt pas par la socialisation, en l'occurrence. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en l'occurrence, là, les armes descriptives de la socialisation sont inopérantes, puisqu'il était dans un milieu qui était en effet pas très favorable à l'homosexualité. Donc on ne sait pas, ça fait partie du mystère tout à coup, du fait que votre regard va se décoller du réel et que vous allez vous sentir un peu différent. Alors là, il dit que la honte, c'est plutôt la honte que son milieu ressentait pour lui. Il dit tout à fait autre chose dans d'autres textes, entre parenthèses. Par exemple, dans Changer méthode, il exhibe beaucoup la honte que lui ressentait pour son milieu. Donc je pense que s'il y a une honte pour faire équilibre dans son récit, elle est tout à fait réciproque. Bon, mais dans votre cas, par exemple, on imagine, puisque vous êtes devenu sociologue, professeur à la Sorbonne, Gérald Bronner, on imagine que vous étiez un petit intello, et les intellectuels, d'ailleurs dans tous les milieux, dans les cours de récréation, ne sont pas les personnes les plus à la mode. Alors c'est vrai, et c'est un drame d'ailleurs, je trouve, pour les milieux populaires, parce qu'en effet, quelquefois, les forts en classe ou les fortes en classe doivent dissimuler leur réussite, et c'est ce que je faisais. J'étais plutôt doué pour l'école. Il se trouve que, comme beaucoup, je dissimulais ma réussite par un chahut permanent. De sorte que je pense que c'est une stratégie à peu près consciente de ma part pour être intégré dans ces milieux populaires, et de sorte que je n'ai jamais eu à subir, pour ma part, en tout cas, voilà, le harcèlement des autres. J'étais très bien intégré, peut-être un peu trop bien intégré justement.
Et c'est peut-être ça aussi un élément qu'on ne mentionne pas assez souvent, parce qu'on parle souvent de l'influence des parents. Par exemple, quand on fait de la sociologie, on fait des analyses corrélationnelles sur les variables socio-professionnelles des parents, en supposant qu'elles sont prédictives des professions que vous endosserez. Et c'est tout à fait vrai. Il y a une part de ce qu'on appelle la reproduction. Mais il y a une autre influence qui est très forte, c'est l'influence des pairs. Hein. C'est une psychologue qui s'appelle Judith Harris qui a fait des travaux absolument intéressants pour souligner que l'influence des pairs était absolument déterminante dans ce que nous allons devenir. Les pairs, c'est P-A-I-R-S, vous aviez compris bien sûr Guillaume, ça veut dire vos amis, les gens dans la cour d'école, dans la cour de collège, les gens, les cercles que vous allez fréquenter. Et il y a de ce point de vue un très beau résultat pour le prouver, c'est que les enfants aux États-Unis d'hispanophones conservent leur accent, parce qu'ils ont tendance à se fréquenter entre eux, alors que les russophones, qui devraient continuer aussi à avoir un accent, puisque leurs parents ont un accent russophone, le perdent parce que les pairs qu'ils fréquentent ne sont pas forcément russophones. Alors quel a été le trajet, le processus par lequel vous êtes devenu professeur à la Sorbonne, Gérald Bronner? Qu'est-ce qui a fait que vous avez brisé, je ne sais pas, une fatalité sociale, un déterminisme? Oui, il y a des vrais éléments. Hein. C'est comme, je dirais, vous savez, Norbert Alter, le sociologue, raconte, qui est un transclasse aussi, qui lui a vraiment eu un parcours très très difficile, beaucoup plus que le mien, raconte qu'il y a des faits dans la vie, c'est-à-dire c'est le nom qu'il donne aux personnes qui vous rencontrent et tout à coup vous sauvent. Lui, il y a un inspecteur de police qui, par exemple, finalement le met pas en examen alors qu'il a enfreint la loi parce qu'il sent que ça va gâcher sa vie. Et moi, dans mon milieu, on va dire, d'adolescence, hein, il y a 2 photos sur la couverture du livre, une où je suis à peine sorti de l'état de bébé et l'autre où j'ai 12 ans, je suis nettement moins mignon. Oui, vous avez l'air assez revêche, effectivement. Un peu revêche, et c'est ce que j'étais. Je traînais aussi pour s'intégrer, hein, c'est-à-dire pour m'intégrer, je mimais les actes de la délinquance, comme beaucoup de mes amis l'ont fait, en fait. Peu d'entre nous avaient une passion pour la délinquance. Quand je parle de délinquance, c'est même pas la petite délinquance, c'est la minuscule délinquance, on va dire. Mais c'est vrai aussi un rapport à la violence qui affleure souvent chez les garçons des classes populaires plutôt que dans les autres catégories sociales, je pense. Vous vous battiez ? Par obligation, je veux dire, pour me défendre. Je ne suis pas du tout quelqu'un de violent, mais par contre, j'ai tout de suite fait des sports de combat, comme tous mes amis. Je continue d'ailleurs à en faire, je continue à faire de la boxe. C'est pour le coup un habitus, comme dirait Bourdieu. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'en effet, vous pouvez être attiré, ce que j'appelle un marché cognitif, c'est-à-dire sur ce marché, vous avez des propositions de représentation du monde, de valeurs qui sont monopolistiques ou oligopolistiques, de sorte que c'est difficile pour une jeune personne d'aller trouver d'autres ressources narratives. Alors moi, ce qui m'a sauvé, je pense, c'est la pratique des arts martiaux. J'ai rencontré là-bas quelqu'un qui est toujours d'ailleurs mon ami, que je salue, Samir Bouadi, un comédien, et qui faisait du taekwondo, qui était un très bon taekwondoka, et qui lui était porteur, il avait grandi comme moi à Vandevres, mais il était porteur d'autres valeurs. Et alors je me suis mis un peu à l'admirer, à avoir un autre système de représentation. Et puis j'ai eu aussi un oncle, parce que chez moi, il faut le dire, il n'y avait pas de livres, pas du tout de livres, hein, le seul accès à la télévision, à la culture, pardon, c'était la télévision. On n'écoutait même pas de musique à proprement parler. Il n'y avait pas de goût particulier dans la famille, si vous voulez. Et mon oncle était l'exception à la règle. Il a une vie très malheureuse. Il a fini vieux garçon chez sa maman, tout simplement, à mon avis, sans connaître l'amour, sans connaître rien. Il vivait enfermé, mais dans une chambre qui était pour moi la caverne d'Ali Baba, parce qu'elle était tapissée de livres, de bandes dessinées, de 33 tours des Beatles, etc. Ça m'a ouvert. Alors une culture qui était déjà un peu ringarde, qui était plutôt une culture des années 70, métal hurlant, fluide glacial à l'époque, Tolkien, Lovecraft, genré, la littérature de science-fiction. C'est ce à quoi j'aspirais, mais je ne savais pas encore que ce monde existait. L'autre thème qui est souvent évoqué par les transclasses, c'est le fait de ne pas se sentir à l'aise dans le milieu où ils arrivent. C'est-à-dire ils ont toujours l'impression, disent-ils, pour certains d'entre eux, je pense par exemple à Rosemarie Lagrave, qui, comme vous, est devenue sociologue, eh bien, elle explique dans un récit justement sur son trajet qu'elle n'a jamais été complètement à l'aise dans l'université où elle enseignait parce qu'elle n'était pas exactement comme les autres, elle n'était pas de la même origine sociale. Est-ce que c'est votre cas à la Sorbonne, Gérald Bronner ? Non, pas du tout, et je ne veux pas du tout remettre en question la sensibilité de cette collègue. Je sais que c'est un discours récurrent. Comme tout le monde, j'ai ressenti des inconforts quand on ne connaît pas, je dirais, les rituels d'un monde social qui n'est pas le nôtre. Oui,
quand est-ce qu'il faut applaudir à l'opéra, par exemple. Et moi, j'avais l'habitude d'applaudir à la fin d'un spectacle. Et bon, j'ai découvert que dans d'autres spectacles culturels, l'applaudissement est ritualisé. Mais je trouve que ce sont des règles qui sont finalement très simples à apprendre. La cuillère, la fourchette, quelle prendre, etc. Moi, je me suis jamais, honnêtement, senti très intimidé, un peu incommodé. Mais ce que je trouve justement dans les récits doloristes qu'on entend, c'est qu'on transforme de petites incommodités, n'est-ce pas, en ressentiments incoercibles, quoi. Ça devient un récit complètement envahissant. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est ça que j'interroge, là pour le coup, en tant que sociologue des croyances. C'est-à-dire pourquoi tout à coup la honte devient le motif narratif dominant de ceux qui changent de classe sociale. Ça n'a pas toujours été le cas. Au 19e siècle, si vous regardez Michelet, etc., c'était plutôt au contraire la fierté, ce genre d'éléments qui étaient tout aussi fictionnels, que les choses soient claires. Le self-made man, c'est aussi fictionnel que le dolorisme. Mais vous voyez bien qu'il y a des modes narratifs qui sont à interroger en tant que sociologue. Mais est-ce que vous n'avez pas un regard trop angélique sur le monde social? Ça existe aussi, la cruauté sociale, la manière de renvoyer l'autre à son milieu d'origine, ou d'ailleurs de le stigmatiser de toute manière. Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que j'ai bien précisé que je ne remets pas en question les affects de ceux qui les mentionnent. Qui serais-je pour faire ça? Mais par contre, reconnaissez que, je dirais, l'obsession narrative à un moment donné de notre histoire est un objet sociologique. Et je vais vous dire, depuis que ce livre sort, c'est aujourd'hui qu'il paraît ce livre, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, je ne cesse, et je n'exagère pas, de recevoir, je dirais, des dizaines de témoignages, alors soit de gens que je connaissais déjà, mais qui se révèlent à ce que je ne savais pas comme des transclasses, ou des gens que je ne connais pas, et qui tiennent à m'indiquer que ce que je dis leur fait un immense plaisir. Parce qu'ils en ont marre d'entendre parler de cette honte, ce n'est pas représentatif pour eux. Donc ce que je crois, et là, c'est une analyse à la limite sociologiquement intéressante, c'est que ces gens d'abord se lisent les uns les autres. C'est-à-dire Annie Ernaux a eu un choc ontologique en lisant Bourdieu, il se lit Ribon, lit les uns, etc. Alors ce qui se passe simplement, c'est que bien sûr ils ont le droit de dire ce qu'ils disent, mais ils ne sont probablement pas représentatifs de la population mère des transclasses. Gérald Bronner, Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est? C'est aux éditions Autrement. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Gérald Bronner. Vous nous donnerez également votre sentiment sur la manière dont l'ascension sociale est freinée en France. On verra d'ailleurs si cette notion de transclasse n'est pas aussi une manière de monter en épingle des exceptions. C'est par exemple ce que dit le géographe Christophe Guy, lui, dans son dernier ouvrage, Les déclassés. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Un livre qui ouvre un débat sur la notion de transclasse, de transfuge de classe, des origines. Les origines, c'est d'ailleurs le titre de ce livre, Gérald Bronner. Pourquoi devient-on qui l'on est? C'est aux éditions Autrement. Vous racontez notamment dans ce livre, où se mêlent à la fois des analyses sociologiques et un récit autobiographique. Vous racontez donc que vous venez d'un milieu modeste. Il y a une scène notamment où vous racontez comment votre mère a appris que vous aviez le baccalauréat. Ce n'était pas courant, Gérald Bronner, d'avoir le bac dans votre famille. Ah non, c'était même tout à fait inédit, puisque je suis le premier à être tout simplement allé au lycée, et donc à avoir eu le baccalauréat. Et effectivement, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, donc je ne pouvais pas l'annoncer à ma mère. J'ai dû traverser la ville pour aller le lui dire. Elle était affairée en cuisine, angoissée. Je connais bien maman. Et je savais qu'elle attendait. Et donc, effectivement, elle m'a immédiatement demandé, alors, qu'en est-il? Et on ne savait pas quoi faire de cette incroyable nouvelle. On était presque encombrés. Alors, on est sortis. On est sorti pour s'acheter un gâteau que ma mère avait repéré dans une boulangerie un peu luxueuse, si je puis dire, à quelques rues de chez nous, et qui s'appelait, je m'en souviendrai toute ma vie, le Coup de Soleil. Un très beau nom pour un gâteau, et on a mangé comme ça notre gâteau dans la rue, en silence, parce que le bonheur n'est pas bavard. Et cette petite anecdote, je la raconte pour dire que certes, nous partons lorsqu'on vient des classes populaires avec toutes sortes de handicaps, on va sans doute en reparler, il n'y a pas d'accès à la culture, aux livres, à l'information, etc. Mais en même temps, parfois, et ce n'est pas le cas de tout le monde, parfois certains d'entre nous, et ce fut mon cas, eh bien on est
particulièrement encouragée pour la moindre de nos victoires parce qu'elle paraît extraordinaire. Je suppose qu'un fils de chirurgien aurait peut-être pas eu un coup de soleil comme moi j'ai eu un coup de soleil quand j'ai eu le baccalauréat, et ça m'a donné évidemment sans doute grande confiance en moi. Dans ces conditions, c'est plus facile de se construire parce qu'on a l'approbation des adultes, l'admiration des adultes qu'on n'a peut-être pas dans d'autres milieux sociaux. Donc ce que je veux faire simplement avec ce livre, c'est rajouter des couches de complexité, non pas contredire les théories qui sont présentes et qui sont généralement vraies et descriptives, mais qui méritent bien de se voir ajouter quelques éléments de complexité. Bon, mais alors, est-ce que ça vous donne, par exemple, une solidarité avec le milieu dont vous venez, le milieu populaire, un milieu qui a une vie difficile? On évoquait il y a quelques instants la réforme des retraites, la pénibilité. Gérald Bronner, on dit de vous que vous êtes plutôt un sociologue de droite, ou en tout cas éloigné, par exemple, d'une sociologie dominée par Pierre Bourdieu. Est-ce que ça n'est pas justement étonnant ? Ce qui est étonnant, c'est ce classement a priori, cette assignation à résidence politique, parce que moi j'étais membre du Parti socialiste pendant quelques années, et je me tiens surtout à distance en fait de l'activité politique qui consiste à répartir le pouvoir, parce qu'elle ne m'intéresse pas, elle m'intéresse comme commentateur mais pas comme acteur, et je me considère plutôt comme un sociologue de gauche. Ce qui est très étonnant, à mon avis, c'est que cette caractérisation, elle vient surtout du fait qu'une certaine gauche, de mon point de vue, a perdu la boussole et qu'elle a abandonné son code génétique. Un certain nombre de thèmes forts, comme par exemple le progrès, comme par exemple peut-être aussi la notion de mérite, on y reviendra, et qu'elle ferait bien de réinvestir ces notions si elle veut changer un logiciel qui n'a pas l'air tellement de lui réussir en ce moment. Le mérite et la méritocratie. Alors, c'est pas la même chose, justement, on va en parler. Là aussi, il y a de plus en plus des discours qui montent pour remettre en cause la légitimité de la méritocratie et considérer que finalement tout cela est un discours pour donner bonne conscience aux dominants, tout simplement parce que l'ascension sociale est un phénomène rare. Je crois que vous ne le niez pas, d'ailleurs. Absolument pas. Je rappelle même les chiffres de la reproduction sociale. La France est un des pays les plus reproducteurs de l'OCDE des inégalités sociales. C'est pour le coup une vraie question politique. Alors, est-ce que ça n'est pas la preuve justement que cette méritocratie est en France un phénomène extrêmement, disons, critiquable ou à relativiser? D'ailleurs, il y a une expression qu'on utilise moins mais qui existait jadis, l'ascenseur républicain. Oui, on a raison. On a raison de rappeler que c'est une fiction. En fait, c'est une fiction politique, la méritocratie. Elle ne tient pas les promesses qu'elle fait, évidemment, puisqu'on vient de parler du fort taux de reproduction sociale en France. Mais c'est une chose de comprendre que c'est une fiction, comme la fiction du self-made man, comme la fiction d'ailleurs du fatalisme social, est un autre type de récit. C'est autre chose que de jeter le mérite, si je puis dire, avec l'eau et le bébé du bain. La notion de mérite est une valeur, à mon avis, profondément de gauche. Je pense à Albert Thibaudet, par exemple, etc., la République des professeurs. L'idée selon laquelle la réussite serait le fait du mérite est évidemment une idée fausse, parce que le mérite n'est ni nécessaire ni suffisant. Il n'est pas nécessaire parce que vous pouvez réussir, si vous êtes un fils d'héritier, par exemple, sans avoir beaucoup de mérite. Et il n'est pas suffisant parce que vous pouvez avoir du mérite et pourtant ne pas réussir, même si le terme réussite resterait à définir, en tout cas à vos propres yeux. Et c'est ça le drame. Le drame aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de nos concitoyens se sentent humiliés, tout simplement, parce qu'ils portent sur eux l'idée qu'ils n'ont pas réussi et donc qu'ils n'auraient pas été méritants. Mais je crois que ce qu'il faut, notamment pour la gauche, c'est revisiter le terme du mérite. Le problème du terme du mérite, et c'est ce que dit Michael Sandel, par exemple, ou même Michael Young, l'inventeur du terme de méritocratie, qui pourtant a écrit une dystopie très critique sur l'extension possible de la méritocratie dans les sociétés, parce que ça donne aussi éventuellement l'idée aux possédants, ceux qui possèdent beaucoup, qu'ils n'ont rien à redistribuer, parce que dans le fond, ce qu'ils ont, c'est par leur mérite. Voilà un autre effet pervers de la méritocratie. Donc vous voyez, j'ai des mots assez durs sur la méritocratie, mais je tiens quand même à défendre la notion de mérite, à condition, encore une fois, de la remettre sur ses pieds. Le problème aujourd'hui, c'est que le mérite, c'est-à-dire les applaudissements finalement sociaux, les regards se tournent vers une variable qui est le diplôme. Voilà. Si vous avez du mérite, si vous avez de la réussite, c'est parce que vous avez un diplôme. Et à l'intérieur du diplôme, les capacités, par exemple, en mathématiques ou en algèbre linéaire, c'est un peu maigre
comme compétences, si je puis dire. Parce que les compétences, à mon avis, les virtuosités, elles sont réparties dans la société. Ce qu'il manque, c'est d'abord un regard bienveillant pour les détecter, des processus pour les détecter et des rituels pour les applaudir. De sorte qu'il y aura peut-être moins de cohortes parmi nos concitoyens qui se sentiront invisibles, voire humiliés par le fait qu'on ne reconnaît pas leurs compétences. Vous appartenez à une chapelle sociologique différente de la chapelle de Bourdieu. Vous avez fait une partie de vos études avec Raymond Boudon ou ses disciples. Gérald Bronner, est-ce que ça veut dire que vous niez l'existence d'un déterminisme social ? Non, absolument pas. Je dirais plutôt, je parlerais d'une influence sociale, des variables initiales qu'on détecte tout simplement par les statistiques. Et la statistique est une mère exigeante. Je l'ai enseigné moi-même à l'université. Donc simplement, ce que je pense, c'est que les modèles qu'on présente comme contradictoires, et on pense à Raymond Boudon, puisque vous venez de le mentionner, sont en fait tout à fait complémentaires. Ce que dit Bourdieu sur la reproduction de l'inégalité me paraît tout à fait juste. On part avec des handicaps dans la vie, par exemple quand on n'a pas de livre autour de soi, quand on n'a pas d'informations sur le parcours scolaire. Moi, par exemple, je ne savais même pas que l'école normale supérieure existait. Vous voyez, c'est des choses qu'on découvre après sur le tard. Mais il est vrai aussi, et c'est ce que dit Raymond Boudon, que dans le fond, les ambitions sont différenciées selon l'origine sociale. Et c'est vrai que pendant un temps, lorsque vous étiez d'origine sociale modeste et que vous aviez le baccalauréat, vous aviez presque déjà l'impression de réussir votre vie, de sorte que l'investissement supplémentaire pourrait vous paraître superflu. J'y ajoute encore une couche de complexité. C'est les récits que nous faisons de nous-mêmes en termes d'ambition personnelle. Il y a quand même des données qui sont très peu commentées. Par exemple, la surréussite des enfants d'Asie du Sud-Est ou des enfants d'origine d'Asie du Sud-Est, partout dans le monde, n'est-ce pas ? Dans les mêmes conditions économiques pourtant. On a bien les mêmes variables économiques, voire culturelles. C'est des milieux qui sont des milieux migratoires et pourtant je cite le nom de ceux qui travaillent, surréussissent, presque comme si c'était une tare. Eh bien, c'est probablement parce que les récits familiaux à l'égard du mérite, notamment à l'égard des professeurs, sont peut-être pas les mêmes que ceux qu'on entend ailleurs. Donc il faut absolument intégrer ces récits qui peuvent être très différents. Même quand on vient d'un milieu social modeste. Moi, je vous ai dit, j'ai été encouragé parce que c'était exceptionnel. Martine Sonnet, l'historienne, qui est aussi une transclasse, elle dit qu'au contraire, les attentes de ses parents, parce qu'elle était un peu à l'avant-garde, pesait sur elle comme une intimidation, elle avait peur. Un journaliste comme Sébastien Le Foll, lui, qui vient aussi d'un milieu populaire, bien s'est entendu dire « reste à ta place », c'est une assignation à résidence. Donc je ne dis pas, en fait, qu'il y a un déterminisme non plus dans les récits, je dis que cette réalité, elle est multifactorielle. Il faut que nous acceptions, c'est ça, encore une fois, le sujet de mon livre, c'est pas seulement les transclasses, c'est l'aventure qui consiste à essayer de se rencontrer. Et si on veut avoir une chance de ne pas trop se rater, il faut qu'on accepte cette extrême complexité de la constitution de nous-mêmes. Bon, mais il n'y a pas que les manières de réussir liées au savoir, il n'y a pas que le savoir, il y a aussi le savoir-être, et c'est ce dont, a priori, les personnes originaires de milieux défavorisés sont le plus démunies. C'est ce sur quoi insiste Pierre Bourdieu. Il explique qu'en réalité, le système scolaire est aujourd'hui largement structuré autour de processus de sélection qui sélectionnent en fait aussi des manières d'être, autrement dit, des savoirs ou des compétences que les personnes qui viennent de milieux défavorisés sont particulièrement en mal d'avoir ou de montrer. À mon avis, il n'est pas incompatible de tenir aux savoirs fondamentaux, aux enseignements fondamentaux dans l'école. Et ça, je serais plutôt un défenseur de cela, c'est-à-dire que je crois que c'est pas rendre service, par exemple, aux catégories populaires, de dire, je sais pas, peut-être qu'à eux, on va pas leur enseigner ça parce que ça va être trop dur, ça va être discriminant, etc. Ça, je pense que ce serait une erreur pédagogique. Mais d'un autre côté, c'est complémentaire de dire qu'il faut que nous nous dotions d'outils pour détecter les talents, quelle que soit leur forme, où ils se trouvent. Pour être un peu consistant dans ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les opérations intellectuelles, cognitives, qui sont à l'œuvre, par exemple, dans la détection d'une panne pour une chaudière, sont les mêmes que celles que va recruter un médecin pour faire un diagnostic. Mais vous vous rendez bien compte que dans un cas, il va y avoir un capital symbolique très fort et dans l'autre, pas du tout. Donc il s'agit de changer la nature de notre regard sur un certain nombre d'activités professionnelles. Bref, encore une fois, de mener, et je trouve que ce serait une politique de gauche, de mener une politique de détection des talents partout où ils se trouvent. Et puis je trouve que ce serait un très beau nouveau récit pour la gauche, vous voyez. Il y a en tout cas quelque chose qui est
pratiquement systématique dans les récits de transclasse, c'est le rapport au livre. Chez Annie Ernaux, c'est particulièrement évident. Chez vous aussi, il y a un livre, je crois, qui a beaucoup compté Gérald Bronner, c'est Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est vrai, mais c'est sans doute parce que alors là, c'est pas le côté transclasse, c'est le côté transmonde, c'est-à-dire que je me plaisais pas dans le monde dans lequel j'étais, pas tellement dans ma catégorie. Il y avait des tas de choses qui me révoltaient moralement quand j'étais petit, et j'avais l'impression d'être d'un autre monde, comme beaucoup d'entre nous, hein, entre parenthèses. Et c'est pour ça, en effet, que Tolkien a été un peu mon Everest. Je l'ai lu quand j'avais 12 ans, mais il y a plein d'autres points communs que j'ai remarqués. Effectivement, le rapport au langage, par exemple, que Nicolas Mathieu mentionne, ou Édouard Louis. Il y a aussi le fait, c'est amusant, mais Édouard Louis raconte que c'est le seul dans sa famille à n'avoir jamais fumé. Tout le monde fumait. C'est exactement la même chose pour moi, par exemple. Ma sœur, mes frères, mes parents, tout le monde fumait. Moi, je ne fumais pas. Et je pense qu'il y a là déjà des éléments de rupture dans ces tout petits gestes, dans ces rituels qu'on refuse de faire parce que on se sent différent. Alors, il y a des ruptures, il y a des petits gestes. Moi, j'aimerais revenir à la lecture parce que il y a dans une autre partie de votre œuvre, Gérald Bronner, une attention portée à Internet et aux réseaux sociaux et la manière dont ceux-ci peuvent façonner les esprits et notamment les esprits enfantins, puisque ce sont eux qui viennent au monde. Ça veut dire aussi que la permanence d'une culture livresque, qui est de plus en plus difficile pour tous les milieux aujourd'hui vis-à-vis des jeunes, elle est peut-être aussi encore plus difficile pour les milieux modestes, parce que alors que la possession de livres, alors que le fait d'avoir recours aux livres n'est de toute façon pas quelque chose d'évident pour les jeunes, ceux-ci sont plus éloignés encore de la culture livresque. Oui, malheureusement, on a créé un moment qui est une rupture numérique, une fracture numérique, comme on disait. C'est-à-dire qu'on disait que les classes les plus populaires n'auraient pas accès aux tablettes, aux ordinateurs, aux écrans, etc., à l'innovation technologique. C'était une inquiétude tout à fait légitime. Seulement, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des données là-dessus. C'est encore une fois les classes les plus populaires qui s'abandonnent le plus. Qui abandonnent le plus de disponibilité mentale à ces écrans et pour des activités qui ne sont pas des recherches de cours de philosophie, mais qui sont plutôt des activités ludiques. Et c'est ça qui m'inquiète, et pas seulement pour les catégories populaires, sans être catastrophiste, c'est le fait qu'une partie de ce temps de cerveau disponible, comme disait le patron de TF1 jadis, soit absorbée par les écrans. Et il se passe des choses intéressantes sur les écrans, mais surtout que du coup, les enfants s'ennuient de moins en moins. Moi, mon appétit pour la lecture m'est clairement venu d'un ennui incroyable. Je m'ennuyais beaucoup parce que nos parents, à ce moment-là, travaillaient beaucoup, n'avaient pas tellement le temps de s'occuper de nous, puis c'était pas tellement dans la culture de donner des activités comme ça aux enfants. Moi, je suis allé à l'ennui comme certains ont faim, si vous voulez, quoi. Et donc, les livres étaient la seule façon pour moi, entre autres. J'ai aussi écrit des poésies quand j'avais 8-9 ans. J'ai écrit des nouvelles. C'est comme ça que je me suis mis à écrire. Et c'est dans cet ennui que naît, je pense, une forme de créativité. Mais que va-t-il en être de cette créativité si les enfants ne s'ennuient plus jamais? Si au moindre temps mort, ils sortent leur téléphone, comme nous le faisons tous d'ailleurs, leur tablette, leur console de jeu, etc. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Et le fait, là aussi, lorsque l'on est de plus en plus éloigné de la culture livresque, ce n'est pas uniquement le cas de certaines classes sociales aujourd'hui, d'avoir une autre représentation du monde, puisque donc vous êtes enfui par la rêverie, vous le racontez dans Les Origines, Pourquoi devient-on qui l'on est aux éditions Autrement. Le fait est d'arriver sur Internet avec, cette fois-ci, des réseaux sociaux, avec TikTok ou un certain nombre de vidéos, d'activités qui peuvent occuper votre cervelle, mais peut-être pas nécessairement l'occuper de manière optimale. Qu'est-ce que ça peut provoquer, Gérald Bronner ? D'abord, des baisses de capacité de concentration. Ça, je pense que c'est assez bien démontré. Et puis aussi une impatience. Il y a des données qui montrent que les catégories les plus jeunes sont plus impatientes que les autres catégories d'âge. On le prouve par exemple dans des commandes. On fait des expérimentations, on leur propose de commander un objet mais de payer un peu plus cher pour l'avoir plus vite. Ceux qui sont prêts à payer le plus cher sont ceux qui sont les plus fortunés, mais donc les plus jeunes. Et donc cette impatience, on le voit bien, c'est un rapport au temps.
Il s'agit de remplir le temps. C'est vrai qu'on a tous du mal avec le silence et l'inactivité. Il y a même eu un article de la revue Nature qui montre que dans certaines conditions expérimentales, les gens préfèrent, plutôt que de ne rien faire, s'administrer à eux-mêmes des chocs électriques. Donc, si vous dire si le silence et l'ennui, c'est une forme de violence, mais encore une fois, c'est une forme de violence pour le bien, c'est-à-dire pour développer certaines compétences fondamentales du cerveau. Et à l'heure, Guillaume, où précisément on craint le remplacement de certaines de nos activités par des intelligences artificielles, on parle beaucoup de ChatGPT, etc. Il y a quand même quelque chose qu'on fait encore un peu mieux que les intelligences artificielles, ce n'est pas les activités algorithmiques, c'est les activités d'exploration du possible et de créativité. Donc prenons garde à maintenir ce type d'activité auprès de nos enfants, c'est peut-être ça qui, plus tard, leur permettront de s'insérer professionnellement. Le Parisien, il y a 3 jours, évoquait en une un sondage qui montre que les enfants, peut-être du fait justement de leur fréquentation des réseaux sociaux, alors c'est notamment TikTok qui était très incriminé Ah oui, dans je cette comprends bien étude, pourquoi. eh bien TikTok apprend à beaucoup d'enfants que la Terre est plate, qu'apparemment elle n'est pas, Gérald Bronner, et ce, dans des proportions très importantes. 25% des enfants considèrent que la rotondité de la Terre n'est pas un fait. Là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah là, en fait, effectivement, il y a des corrélations significatives entre la consultation de certains réseaux sociaux. Vous parlez de TikTok, il y a aussi Telegram, hein. Le fait par exemple, de poster une fois par jour sur Telegram, c'est quelque chose d'assez indicatif. Et sur TikTok, une enquête de NewsGuard a montré que dans la ligne d'information de TikTok, il y avait 20% de fausses informations, ce qui est gigantesque en fait, hein. La fausse information, normalement, elle est très minoritaire sur les réseaux sociaux, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas des effets importants. Et ensuite, après, sur les sondages, on peut adresser tout de même la critique qu'on fait toujours aux sondages, c'est-à-dire que la formulation de la question enregistre une trace sociale qui est une réponse qui n'est pas forcément sincère. Quand on interroge des gamins de 11 ans, et c'est très utile d'ailleurs parce qu'on a très peu de données sur ces tranches d'âge, on peut imaginer qu'une part de la réponse soit ludique, etc. J'ai un peu de mal à croire que le taux même parmi les plus jeunes, de croyances platistes, c'est-à-dire dans le fait que la Terre est plate, soit aussi fort. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a des intermèdes de confiance, si vous voulez, dans les sondages. Et évidemment, plus on recoupe, moins l'écart de confiance est important. Donc, il faut être très prudent sur ce qu'on voit. Mais j'ai bien regardé ce sondage et il y a quand même des indications générales qui ont lieu de nous interpeller. Il y a quand même quelque chose de paradoxal dans le fait que la technique, ces techniques-là, qui sont les techniques les plus avancées, éloignent une partie des enfants, une partie des esprits, pas seulement celui des enfants d'ailleurs, de la science et d'une connaissance véritable du monde. C'est un peu normal parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans des livres précédents, ce à quoi on assiste, c'est une dérégulation du marché de l'information. Ça veut dire qu'il y a en fin de compte une mise en concurrence généralisée de tous les systèmes de représentation du monde. La science en fait partie, mais la magie, les platistes, ça fait partie d'une proposition de description de représentation du monde. Là où, je dirais, la pensée libérale a été naïve, et je pense au fondateur même de la démocratie, quelqu'un comme Thomas Jefferson, qui pensait que la vérité se défend toute seule, hein, il l'a même écrit. Et non, ce qu'on apprend malheureusement, c'est que sur un marché concurrentiel des idées, c'est pas toujours la vérité qui l'emporte, c'est pas toujours l'argument le plus rationnel qui l'emporte. Il y a d'autres propositions qui ont des avantages concurrentiels dans certaines circonstances. Oui, la fausse information, elle peut avoir un avantage concurrentiel, et ça, c'est là encore une question extrêmement politique. Au terme du livre que vous avez consacré à vos origines, Gérald Bronner, il est intitulé d'ailleurs « Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est » aux éditions Autrement. Lorsque vous revenez dans votre milieu, dans votre ville natale, à Nancy, comment vos amis, comment votre famille accueille-t-elle le professeur à la Sorbonne que vous êtes devenu? D'abord, c'est vrai, c'est pour ça que je préfère le terme nomade social, parce que je reviens sans cesse dans ma famille, voir mes amis. Moi, encore une fois, je n'ai pas rompu. Pour être tout à fait honnête, je ne peux pas vous dire que je suis reçu comme je l'étais avant. Je vois bien que c'est surtout le fait de passer dans les médias, je pense, hein, qui impressionne les gens. Mais enfin, là aussi, il ne s'agit pas de faire un minuscule inconfort, quelque chose d'absolument incoercible. En réalité, ça crée une petite zone de givre
qui est vite cassé en réalité. Il suffit de se dire 2-3 mots, 2-3 blagues, et on a l'impression de monter dans une machine à remonter dans le temps, tout simplement. Et alors, à l'inverse, vos enfants, si vous en avez, est-ce J'ai une que fille, oui. la manière dont vous les élevez, dont vous les avez élevés, je ne connais pas leur âge, eh bien, y a-t-il une manière donc de tirer des conclusions de votre propre expérience? Bon, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup d'abord imprégné du monde de ma fille, parce que moi, je n'ai pas eu ça de mes parents, donc je me suis intéressé, le croirez-vous, aux cartes Pokémon, par exemple. Mais en même temps, je lui ai aussi laissé des plages où elle s'ennuyait. Et je lui ai dit, voilà un cahier, des crayons, dessine, écris, fais ce que tu veux, mais j'ai régulé, par exemple, le temps d'écran, comme font beaucoup de parents, il n'y a rien de très vertueux là-dedans, mais j'ai été attentif à ça aussi, et ma fille est très connectée à ses origines modestes par ses grands-parents, qu'elle adore et qu'elle va voir récemment, mais elle ne peut pas être considérée, elle, comme une transclasse. Elle est fille d'universitaire, c'est pas tout à fait la même chose. Et en tant qu'enseignant, justement, est-ce que vous avez peut-être la possibilité de vous comporter autrement lorsque vous avez parmi vos étudiants une femme, un homme d'origine modeste? Alors là, très sincèrement, non, parce que je n'ai pas de bon détecteur de ça. C'est très difficile, je trouve, parmi les étudiants. Il n'y a plus de fiches où on met la profession des parents? Non, pas à l'université, en tout cas, je ne les lis pas, moi, personnellement. J'ai des centaines d'étudiants et j'essaye pas de mener une enquête sur eux. Je les remarque surtout quand ils prennent la parole et qu'ils disent des choses intelligentes, ce qui arrive très souvent. Merci beaucoup, Gérald Bronner, d'avoir été avec nous. Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est? C'est le livre que vous publiez donc aux éditions Autrement.